Donc on va résoudre deux exercices d'électromagnétisme. Le premier qui explique pourquoi le ciel est bleu, et le second sur le dipôle magnétique oscillant. Donc on va commencer par le premier exercice, pourquoi le ciel est bleu. Un électron de masse m et de charge -e est soumis d'une part à un rayonnement électromagnétique et d'autre part à une force de rappel vers sa position d'équilibre de la forme -m oméga 0 carré s, où s est le déplacement par rapport à sa position d'équilibre et oméga 0 une pulsation propre. Ce modèle permet d'étudier pour un électron lié dans un atome ou une molécule le rayonnement réémis dû à son mouvement. On se placera dans les conditions où grand S est très petit devant la longueur d'onde, qui elle-même est très petite devant R. Donc lambda, longueur d'onde du rayonnement incident et du rayonnement réémis, et également d de S sur dt très petit devant C, C étant la vitesse de la lumière dans le vide. On donne la charge de l'électron en coulomb, 1,610-19 coulombs. La masse d'un électron, 0,91 10 puissance moins 30 kg. Donc on a deux questions à l'exercice. La première, donc on excite un électron par une onde pleine électromagnétique sinusoïdale de pulsation oméga, polarisée de champ électrique E est égal à E oméga exponentielle moins I oméga T Z chapeau. Donc le champ E est orienté suivant l'axe dz. La pulsation oméga est très petite devant oméga 0. L'atome ou la molécule constitue un dipôle oscillant. Donc on calculera le moment dipolaire, définir le produit I de T fois L, où I de T égale I oméga exponentielle moins I oméga T, désigne l'intensité qui circule dans le dipôle, et L, la longueur du dipôle. L'étude du dipôle oscillant nous a montré que la puissance totale moyenne rayonnée dans tout l'espace pouvait s'écrire donc sous la forme, donc la valeur moyenne de la puissance rayonnée dans tout l'espace par un dipôle oscillant, et donc proportionnelle à mu0, la perméabilité du vide, proportionnelle au carré de la pulsation, proportionnelle au carré de l'intensité, multiplié par L au carré, sur 12 pi fois la célérité de la lumière. On nous demande d'en déduire le rapport de la puissance moyenne oméga W sur W0, la puissance moyenne qui est celle réémise du Soleil, je crois. Donc de la puissance totale moyenne réémise par l'électron dans tout l'espace à la puissance moyenne par unité de surface de l'onde incidente, en fonction de oméga sur oméga 0, de la charge de l'électron, de la masse de l'électron et de la perméabilité magnétique du vide, mu0. Calculer numériquement le rapport, donc valeur moyenne de W sur valeur moyenne de W0, pour oméga sur oméga 0 qui vaut 10 moins 1. Ensuite, étudier les variations du rapport W sur W0 en fonction de la longueur d'onde lambda, interpréter alors la teinte observée de l'atmosphère sans nébulosité sous l'influence du rayonnement solaire. Donc on va corriger l'exercice. Donc la modélisation du problème est la suivante. Donc on considère donc un système d'axes orthonormés, donc de vecteurs unitaires UX sur Y, UZ. On nous dit que le champ électrique est sur UZ. On modélise effectivement un électron donc par la pulsation de l'onde qui est émise, un champ magnétique B, un champ électrique sinusoïdal qui s'exprime en complexe comme E, est égal à E d'oméga exponentielle moins I oméga T sur UZ, une pulsation très faible devant oméga 0, une norme de S très petite devant lambda, qui est très petite devant R. Alors on va faire un bilan des forces qui s'exercent donc sur notre électron. L'électron va être soumis à la force électrique, donc Q fois E. Pas sur l'électron, effectivement, sur l'électron. Donc le bilan des forces, il y a effectivement la force de Lorentz qui intervient, puisque l'électron est doté d'une vitesse. Donc on a force de Lorentz qui est égale à QV vectoriel B, B le champ d'induction magnétique. On néglige la force gravitationnelle, hein. La masse de l'électron étant 10 moins 31, on la néglige. Il y a effectivement la force la force modélisée par un ressort qui est moins m oméga carré fois s. Le moment dipolaire P vectoriellement est égal à somme sur I des QI RI vectoriellement. Ici, le moment dipolaire en P de T est égal à moins E fois S de T. Donc, on veut l'équation du mouvement S de T. Donc, on écrit l'équation du mouvement fondamental de la dynamique. Donc, suivant Newton, M fois gamma, donc l'accélération, c'est la dérivée seconde de S de T par rapport à dt, est égal à somme vectorielle des forces, autrement dit moins E fois champ électrique, plus V vectoriel B, moins M oméga 0 carré S de T. On considère que R est très grand devant la longueur d'onde. Donc on a un champ qui est lointain du point de réception. Donc on peut considérer une structure en onde plane et le champ électrique est égal à C fois le champ magnétique. Plutôt le champ d'induction magnétique est égal au champ électrique divisé par C. Donc on va négliger B, puisque sur C est très faible.
Et donc, on peut réécrire notre équation fondamentale du mouvement sous la forme m dérive seconde de s de t par rapport à dt2 est égal à moins e fois le champ vectoriel E moins m oméga 0 carré st. Donc, on divise par la masse de l'électron et on obtient à gauche le membre de l'équation qu'on connaît d'un oscillateur harmonique, notre dérive seconde de s sur dt2 plus oméga 0 carré s de t. D'accord. Et ensuite à droite, un membre constant qui permettra de résoudre la solution en régime permanent. Ce membre constant vaut donc moins la masse de l'électron, le champ électrique module exponentielle moins oméga t divisé par la masse de l'électron. Donc c'est une équation différentielle du deuxième ordre à résoudre. On va considérer l'équation caractéristique. R1 c'est ds sur dt, R2 c'est d2s sur dt2, R0 c'est s de t. Donc on doit résoudre R carré plus oméga 0 carré égale 0. Donc je vous rappelle qu'une équation caractéristique du second degré du type x2 plus bx plus c égale 0 admet des solutions pour un discriminant négatif, le discriminant étant égal à b carré moins 4ac. Ici on a a qui est égal à 1, b qui est égal à 0 et c qui est égal à oméga 0 carré. Donc le discriminant est clairement négatif. On a donc deux solutions R1, 2 qui sont moins b plus ou moins i, la racine du module du discriminant sur 2a. Autrement dit, on résout et on obtient que les deux solutions de l'équation caractéristique de cette équation différentielle sont R1 égale plus i oméga 0 et R2 égale moins i oméga 0. Après simplification. Donc la solution générale de notre équation différentielle va se mettre sous la forme g de t qui est égal à g1 exponentielle i oméga 0t plus g2 exponentielle moins i oméga 0t. Et on aura donc la solution particulière de notre équation différentielle, donc par hypothèse. Donc le dipôle magnétique, le moment dipolaire, en fonction du temps, se met sous la forme, donc c'est une forme sinusoïdale, donc un régime forcé sinusoïdal, S0 exponentielle moins i oméga t. Donc on remplace dans l'équation différentielle et on obtient que moins S0 oméga 0 carré fois exponentielle moins i oméga t plus oméga 0 carré S0 exponentielle moins i oméga t doit être égal à moins e oméga sur m exponentielle moins i oméga t. Autrement dit, S0 facteur de oméga 0 carré moins oméga carré est égal à moins e oméga sur m. Autrement dit, S0 doit être égal à e, donc la charge de l'électron multipliée par le module de l'amplitude du champ électrique divisé par la masse de l'électron fois la différence au carré des pulsations oméga carré moins oméga 0 carré. La solution générale à notre équation différentielle est la somme de la solution générale plus la solution particulière en fait. Soit S de t va se mettre sous la forme G1 exponentielle I oméga 0t plus G2 exponentielle moins I oméga 0t plus E oméga sur la masse de l'électron oméga 0 carré moins oméga 0 carré oméga carré moins oméga 0 carré fois exponentielle moins I oméga t. Donc on va approximer en considérant que oméga est très petit devant oméga 0 et on aura donc que S de t se met sous la forme donc d'une constante G1 exponentielle I oméga 0t plus constante G2 exponentielle moins I oméga 0t moins E charge de l'électron module de champ électrique qui dépend de la pulsation divisé par la masse de l'électron fois le carré de la pulsation oméga 0 exponentielle moins I oméga t. Donc on a bien mis S sous la forme en fait d'une solution propre au repos qui est celle-ci d'une solution forcée due au rayonnement et à l'onde électromagnétique. On peut approximer ST à la solution en régime forcé, autrement dit ST sera du type, aura cette expression, cette forme, moins E0 E oméga sur M oméga 0 carré exponentielle moins I oméga t. Donc le moment dipolaire est égal à moins E S de t, P de t est égal à G de t fois L, I de t est de la forme I oméga exponentielle moins I oméga t, donc on cherche à construire en fait un calcul, à interpréter et avoir l'expression en fait littérale de I de t fois L en fonction des paramètres du problème. L'intensité en fait c'est la dérivée de dq sur dt, P de t c'est la somme sur I dq RI, donc I de t fois L va être égal à dp sur dt, est égal à moins E de la dérivée temporelle de S donc la dérivée temporelle de S. Et donc ceci vaut moins E carré I oméga, E oméga sur 1 oméga 0 carré, exponentielle moins I oméga t. Donc on va voir que I oméga multiplié par exponentielle moins I oméga t fois L va être égal à moins E carré I oméga E oméga sur 1 oméga 0 carré, exponentielle moins I oméga t. Donc on en déduit I oméga multiplié par L va être égal à la constante, constante complexe, moins E carré I oméga, constante qui dépend de la pulsation oméga,
E de oméga, donc le module de l'amplitude du champ électrique qui dépend de la pulsation divisé par masse d'électrons oméga 0 carré. Je rappelle qu'effectivement, pour connaître le module carré de I oméga, on multiplie I oméga par son complexe conjugué. Donc la puissance émise par notre onde va s'exprimer sous la forme mu0 oméga carré I oméga carré L carré sur 12 pi fois la vitesse de la lumière. Autrement dit, on peut la mettre sous la forme mu0 oméga 4 E puissance 4 E oméga puissance 2 sur 12 pi M carré oméga 0 4 C. Donc sous la forme mu0 E puissance 4 E oméga 0 carré, E oméga carré, donc puisque le champ électrique, l'amplitude du champ électrique dépend de la pulsation, sur 12 pi M carré C, fois oméga sur oméga 0 puissance 4. Donc on va avoir en fait le rapport oméga sur oméga 0 qui va être le rapport entre ce qui va être réémis par l'électron, une fois que l'onde l'électromagnétique l'a excité en fait, et sur la valeur moyenne de oméga 0 qui va être en fait l'apport de l'onde, de l'apport du soleil. La densité électromagnétique d'énergie, la densité électromagnétique en fait de l'onde se met sous la forme epsilon 0 E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0. Je rappelle que le carré du module de Z, c'est 1/2 de Z bar, Z étoile. La densité donc d'énergie électromagnétique, c'est epsilon 0 sur 2, la valeur moyenne de E carré, plus la valeur moyenne de B carré sur 2E, epsilon 2 sur 2 fois la perméabilité du vide. Autrement dit, c'est 1/2 de epsilon 0 E étoile, plus 1/2 de BB étoile, donc complexe conjugué sur 2 mu 0. Donc on a que le champ complexe électrique est de la forme E oméga exponentielle moins I oméga t suivant UZ. On a que E oméga est égal à B oméga multiplié par C, puisqu'on a une onde électromagnétique plane sur des grandes distances. R est très grand devant la longueur d'onde, donc on est dans l'approximation des champs lointains. La valeur moyenne de la densité électromagnétique de notre onde sera donc égale à epsilon 0 sur 4 E de oméga au carré plus 1 quart de B oméga carré sur mu 0. On remplace tout par E de oméga de manière à avoir une seule variable dans cette densité électromagnétique qui va nous permettre de comparer les puissances rayonnées en fonction des longueurs d'onde à terme en fait. Et on a donc égal que la valeur moyenne de la densité électromagnétique est égale à epsilon 0 sur 4 E oméga carré plus 1 quart de E oméga carré sur C carré mu 0. Je rappelle que epsilon 0 mu 0 c carré c'est égal à 1, donc 1 sur epsilon 0 est égal à mu 0 c carré. Donc la valeur moyenne de la densité électromagnétique est égale à epsilon 0 sur 2 E de oméga carré qui est égal à E de oméga carré sur 2 mu 0 c carré. La valeur moyenne donc de oméga 0, donc la valeur moyenne de la densité électromagnétique donc se met sous la forme E oméga carré sur 2 mu 0 c carré. Donc la valeur moyenne de W de oméga 0 c'est E oméga carré sur 2 mu 0 c carré. Et donc le rapport entre la valeur moyenne de W sur W0 est égal à mu 0 carré E4 sur 6 pi M carré fois oméga sur oméga 0 puissance 4. Et donc de la forme d'une constante multipliée par oméga sur oméga 0 puissance 4. Ok. Donc on nous demande effectivement d'étudier les variations du rapport W sous W0 en fonction de la longueur d'onde et d'interpréter alors la teinte observée de l'atmosphère sans nébulosité sous l'influence du rayonnement solaire. Bien, W ça va correspondre à ce qui est réémis en fait en termes de puissance. Et W0 c'est l'apport par le soleil, donc ceci est de la forme d'une constante multipliée par lambda 0 sur lambda en puissance 4. Donc si on fait le rapport W sur W0, donc pour la longueur d'onde qui correspond au bleu, donc c'est-à-dire on a du 0,4, donc l'unité du bleu, donc ça va être proportionnel à lambda 0 sur lambda B puissance 4. Et pour la longueur d'onde lambda R, en fait ce qui va être réémis, donc 0,5, ça va être 1/16e de ce qui est réémis dans le bleu. Autrement dit, on a un facteur 16 entre le bleu et le rouge, et en fait lambda B, ce qui correspond à la puissance réémise en fait, pour des atomes excités, des électrons excités dans l'atmosphère. Enfin, voilà, lambda B est 16 fois plus que la puissance réémise dans le rouge. Voilà pour l'exercice. Donc maintenant, on va faire le deuxième exercice, le dipôle magnétique oscillant.
Donc, on considère donc une tension alternative qui crée un courant de la forme sinusoïdale. I de t est égal à I oméga exponentielle moins I oméga t dans une spire circulaire plate de rayon A, très inférieure à la distance d'observation. Donc, on considère R la distance d'observation dans l'approximation dipolaire. La spire est électriquement neutre et on se place dans en jauge de Lorentz. On nous demande de montrer que le potentiel scalaire retardé est nul. Ensuite, que le potentiel vecteur retardé A produit au point M pour expression A de M et de T se met sous la forme mu0 sur 4pi. L'intégrale, donc le long de la spire circulaire, de I de oméga sur Pm, P étant le point, en fait, le point qui crée en M un champ, hein, l'élément infinitésimal de la spire. Donc l'exponentielle moins I oméga T moins Pm sur C dl. Que représente dl, on me demande, voilà. Bon, je vais faire le A et le B et on verra ensuite pour le C. Alors, on a un dipôle magnétique oscillant. Donc, j'ai modélisé le point M est à la distance R, en fait, du centre O de la spire. Le courant parcourt la spire et donc l'élément infinitésimal dl correspond à la portion de spire autour de P. Hein. Si on appelle A le rayon de la spire, en fait, ça va être A fois dφ ou dθ, dφ. On se place en coordonnées sphériques. Donc, je vais représenter le vecteur θ chapeau, le vecteur phi chapeau, en considérant que le point M se projette sur le plan x ou y en un point H. D'accord. Alors, on utilise l'expression, voilà, donc j'ai effectivement expliqué, enfin, j'ai réexpliqué les coordonnées sphériques, d'accord. Donc M est en fait visualisé par ces coordonnées, donc θ et phi en sphérique. Donc j'ai représenté Eθ, ER et Eφ. Eφ donc se représente généralement en prenant la projection de M le long du plan X ou Y. On voit que OM, en fait, ce point M se projette d'abord en, donc on a du sinus θ ici, donc il se projette en cosinus phi suivant X et en sinus phi suivant Z. Donc on a l'expression en fait de notre champ A créé en point M par rapport à l'élément infinitésimal de, en fait, qui est l'intégrale, puisqu'on va faire varier, en fait, c'est quoi qu'on fait varier? On fait varier θ. On fait varier phi, pardon, phi c'est l'intégration entre 0 et 2pi. Donc mu0 sur 4pi intégrale, donc phi équivalent entre 0 et 2pi, de l'intensité qui est créée au point M, dû en fait à un élément infinitésimal de la sphère, de la spire en P, à quel instant? À l'instant T moins PM sur C. PM sur C, c'est le temps de propagation en fait que met l'onde électromagnétique créée par l'élément infinitésimal de la spire ici pour se propager au point M. C'est la distance PM divisée par la vitesse de propagation, elle se propage à la vitesse de la lumière. D'accord? Divisé par PM. Donc ça c'est formule de cours, donc on l'applique. On intègre sur la circulation du courant à dφ. On garde phi pour la position du point M. Je rappelle que Eφ donc, va avoir pour coordonnées donc moins sinus phi, cos phi et 0. Ça va être utile pour pouvoir calculer I. I va être de la forme I rho, d'accord, rho étant suivant Eφ en fait. Bon. Donc le champ magnétique le potentiel vecteur A dont découlera l'induction magnétique à travers ρ de A égale B, donc va être égal à mu0 sur 4pi, l'intégrale long de la spire de I oméga exponentielle moins I oméga T moins PM sur C sur PM. Donc je pense qu'on a résolu ça. Alors, oui, sur PM, voilà. Ensuite, donc représente dl, j'ai répondu à la question, c'est l'élément infinitésimal de la spire qui est parcouru par un courant et qui va émettre en M, on va intégrer sur tous ces éléments infinitésimaux le long de la spire, qui va émettre en M, donc un champ électromagnétique qui est retardé. Retardé par la distance PM sur C, par le temps PM sur C, c'est le temps que met la source en P pour se propager jusqu'en M. Donc en utilisant la condition petit a est très petit devant R, autrement dit le rayon de la spire est vraiment infinitésimal par rapport à... Donc on nous dit en utilisant la condition petit a est très petit devant R, donc le rayon de la spire est très petit devant la distance auquel on se place pour mesurer le champ électromagnétique, montrer que le potentiel A de R et de T se met sous la forme mu0 sur 4pi, I de oméga sur R, J exponentielle moins I oméga, facteur de T moins R sur C.
avec J, qui est l'intégrale sur la spire de exponentielle moins I oméga R chapeau étant le vecteur unitaire suivant R, scalaire OP sur C sur 1 moins R scalaire OP sur R dl, où OP est le vecteur allant du centre O à un point P de la spire, et R chapeau est le vecteur unitaire sur la direction OM. Voilà, ensuite montrer que l'intégrale se réduit à J est égal à l'intégrale sur la spire de I moins I oméga R sur C, R chapeau scalaire OP sur R dl. Ok. Bien, on va utiliser la relation de Schall, qui est la relation vectorielle. En fait, le vecteur OM, en fait, se décompose suivant OP plus PM. Donc, en fait, c'est plutôt PM qui va se décomposer en PO plus OM, puisque, effectivement, on considère le vecteur qui représente la distance de l'émission de la source. La source, elle est en P, hein, puisque c'est le long de la spire. Hein, c'est P qui va varier. Donc, PM vectoriellement, c'est PO plus OM. Donc, le module carré du vecteur PM, c'est OP plus carré plus OM carré moins 2 fois OP scalaire OM. Pourquoi moins? C'est parce que OP, c'est moins PO. D'accord? Donc, en fait, on va mettre R carré en facteur, c'est-à-dire OM au carré. Donc, on va avoir du PM carré qui est égal à R carré facteur de 1 plus A carré sur R2 moins 2 OP scalaire UR sur R. On néglige le rapport A2 sur R2, puisque A est très petit devant R, donc le point M est très éloigné par rapport à la distribution de charge en question. Donc on en déduit, puisqu'on a un PM carré, donc on en prend la racine carrée, que de valeur algébrique PM est à peu près égal à R facteur de 1 moins OP scalaire UR, OP fois UR sur R, d'accord? C'est à peu près égal à R moins OP scalaire UR. Autrement dit, on en déduit la forme pour notre champ potentiel A, dont dérivera le vecteur induction magnétique. Donc A de R et de T va se mettre sous la forme mu0 sur 4pi, I de oméga sur R, exponentielle moins I oméga, donc T moins R sur C étant le temps de propagation, d'où le potentiel, la notion de potentiel retardé. L'intégrale le long de la spire de exponentielle moins I oméga OP scalaire UR sur C, dl, donc dl étant l'élément infinitésimal qui est tangent au vecteur P à la spire ici, donc dl il est suivant E phi, ok, si on considère Eθ comme ceci, ER là-dessus, et phi va être, E phi il est dans le plan X, O, Z, ok. OP scalaire UR sur C sur 1 moins OP scalaire UR sur R, ok. Donc, on nous demande, donc en utilisant le fait que A est très petit devant R au petit d, hein, montrer que l'intégrale J se réduit à J était l'intégrale le long de la spire de 1 moins I oméga R sur C fois R chapeau scalaire OP sur R dl. Petit e, calcule l'intégrale J et montrer que le champ potentiel A en R et en T se met sous la forme mu0 sur 4pi, facteur de 1 moins I oméga R sur C fois sinus θ sur R carré, M de T moins RC sur phi chapeau, c'est-à-dire E phi, hein, le vecteur E phi, où M de T vectoriellement est égal à MT suivant Z chapeau, avec M de T qui est égal à pi A carré I de T, qui est égal à pi A carré I de oméga, non, I oméga, il y a un 10 oméga, exponentielle moins I oméga T. Autrement dit, M oméga exponentielle moins I oméga T, et le moment magnétique du circuit, suggestion se placer dans le repère X, Y, Z, donc en cartésienne, pour faire le calcul, en utilisant le résultat de la question 1, en déduire A de RT, le champ électrique ER. En déduire le champ A de RT, le champ magnétique B de R en coordonnées sphériques. On nous donne le rotationnel de A en sphérique, et on va l'utiliser. Enfin, on devrait l'utiliser. Ok, donc on a été au D, donc on va utiliser l'approximation en fait de l'exponentielle. Hein. Exponentielle x c'est 1 plus x au premier ordre, donc on va l'utiliser avec x égale i oméga op scalaire ur sur c. Autrement dit l'exponentielle de moins i oméga op scalaire ur sur c est équivalent au premier ordre à 1 moins i oméga op scalaire ur sur c. On en prend donc l'inverse, puisqu'en fait, ici, on a l'inverse. 1 sur 1 moins OP scalaire UR sur C est à peu près égal à 1 plus OP scalaire UR sur R, puisque 1 sur 1 moins U, c'est à peu près, c'est 1 plus U, pour U petit devant 1. Et on a effectivement U est petit devant 1. Donc, on en déduit que J oméga est équivalent à l'intégrale donc de la spire de 1 moins I oméga OP scalaire UR, hein, facteur
facteur de ce terme-là, hein, qui est ici, que l'on a, que l'on a réduit au premier ordre, en 1 plus OP scalaire UR sur R, suivant DL. DL étant donc toujours la portion de infinitésimale de notre circuit, donc de notre distribution de charge, qui est suivant E phi. E phi étant dans le plan O, X, Y, si c'est Y, si c'est Z. Ok. Donc J oméga va être équivalent à peu près, donc on va distribuer les termes, on a 4 termes, on a 1 fois 1, plus 1 fois OP scalaire UR sur R, plus moins I oméga OP scalaire UR fois 1, ensuite plus moins I oméga sur CR, OP scalaire UR au carré. Donc le OP scalaire UR au carré, donc on distribue la linéarité d'intégrale, si une intégrale fermée, donc le long d'un contour fermé. Donc l'intégrale de 1 dl est égale à 0. L'intégrale de I oméga OP scalaire UR au carré est nulle, enfin nul, on va le négliger, c'est de l'ordre 2. Il va nous rester l'intégrale le long de la spire de OP scalaire UR sur R dl, plus l'intégrale de moins I oméga OP scalaire UR sur C dl. Donc J oméga va pouvoir s'approximer comme étant l'intégrale, donc le long de la spire, pour tour fermé, de 1 moins I oméga R sur C fois OP scalaire UR sur R dl. Donc, pour le petit e, montrer que I est égal à ça, d'accord. Ben, pour le petit e, donc on se place comme nous a suggéré l'énoncé. Donc je rappelle en coordonnées sphériques, donc la projection, donc pour passer en coordonnées cartésiennes, donc le vecteur OM, en fait, il se projette en sinus θ suivant Z, donc on retrouve la projection le long de OP. Pour avoir la coordonnée suivant X, ben, il faut prendre le cosinus de alpha, qui est le cosinus de phi. D'où R chapeau a pour coordonnée donc R chapeau qui est en sphérique se projette en cartésienne, donc suivant X en sinus θ cos phi, suivant Y en sinus θ sinus phi, et suivant Z en cos θ. Θ, je l'ai pas noté ici, mais c'est cet angle, l'angle formé entre OZ et OM. Ok. Le vecteur OP par ailleurs, donc lui il se projette donc pour distance, pour longueur A, il se projette en cos alpha suivant X et en sinus alpha suivant Z, et comme OP est contenu dans le plan X ou Y, il n'a pas de composante suivant Z. L'élément DL, en fait on va considérer que c'est un petit élément de volume D alpha, et donc on a A fois D alpha, fois, effectivement on voit que DL, lorsque alpha est égal à 0, bah DL il est confondu avec sinus θ, avec Y, effectivement, cos alpha qui est égal à 1, et lorsque alpha fait un angle de pi sur 2, dl est suivant l'opposé de x. Donc on a du moins sinus alpha. C'est comme ça que je retrouve les calculs, que je retrouve les angles pour le petit élément dl. Je sais pas comment, il y a d'autres méthodes certainement, mais moi c'est la méthode que j'utilise pour pas me planter entre le sinus et le cosinus. Je donne la valeur de alpha, sinus pi, et je regarde l'orientation de l'angle, j'en dis que c'est positif ou négatif, si c'est en cos alpha ou en sinus alpha, sinon ça doit être égal à 0, hein, voilà. Donc on a déduit donc avec la substitution donc des coordonnées sphériques en cartésienne comme le suggère l'énoncé. On va exprimer dl en cartésienne, donc j de oméga va être sensiblement équivalent à l'intégrale le long de la spire, donc le long du contour fermé, représenté par notre distribution donc linéique de charge, d'accord, linéique circulaire, de 1 moins i oméga r sur c fois op scalaire ur sur r dl. C'est à peu près équivalent à donc 1 moins i oméga r sur c, l'intégrale de 0 à 2pi, puisqu'on fait varier alpha entre 0 et 2pi, c'est des phi, ok, pour pouvoir avoir tous les éléments de surface linéique en fait de distribution de charge. Donc a carré sur r sinus θ, facteur de cos phi cos alpha plus sinus phi sinus alpha, fois donc fois effectivement le vecteur OP ici, le vecteur OP se projette donc on l'a vu en cos alpha sinus alpha 0, tout le cos alpha sinus alpha 0, d alpha on intègre sur alpha puisque c'est alpha qui va nous permettre de décrire l'intégralité du pourtour de notre spire, de notre dipôle magnétique oscillant. Donc J oméga va être égal plus ou moins, ça se met sous la forme A carré sur R, facteur de 1 moins I oméga R sur C sinus θ, cos phi, on intègre entre 0 et 2pi de alpha, cos carré alpha plus cos alpha sinus alpha d alpha U de alpha, plus sinus phi intégrale entre 0 et 2pi de sinus alpha cos alpha plus sinus carré alpha d alpha suivant UY. Donc J va être sensiblement égal à A carré sur R, facteur de 1 moins I oméga R sur C,
sinus θ, cos phi, intégrale entre 0 et 2pi pour d alpha, cos carré alpha plus cos alpha sinus alpha d alpha suivant u alpha, plus sinus phi l'intégrale de 0 à 2pi de sinus alpha cos alpha plus sinus carré alpha d alpha suivant u y. Ici, on donne le calcul d'intégrale trigonométrique. L'intégrale de 0 à 2pi du cos carré d alpha, c'est égal à pi, puisque la valeur moyenne du cos carré, c'est 1/2, donc en fait, c'est égal à 2pi fois 2, divisé par 2, c'est donc égal à pi. L'intégrale entre 0 à 2pi de sinus alpha cos alpha d alpha, c'est nul. Bon, on le voit tout de suite parce que sinus cosinus, ils sont 2pi périodiques, et ça, c'est une fonction impaire. Donc, quand on l'intègre sur une période, c'est égal à 0. L'intégrale entre 0 et 2pi sinus carré alpha d alpha, bah, c'est égal à pi, parce que si on a calculé la première, on a celle-ci en faisant 1 moins, sachant que cos carré plus sinus carré c'est égal à 1, ou alors on part des considérations également de parité de périodicité, la moyenne du sinus carré c'est 1/2, donc 1/2 fois 2pi c'est pi. Donc de ces intégrales, on déduit que j de oméga peut se mettre sous la forme pi a carré sur r, facteur de 1 moins j oméga r sur c fois sinus θ, fois cos phi suivant ux, plus sinus phi suivant y. Et donc notre champ A, donc notre potentiel A, à la base donc de l'induction magnétique, puisque B est égal à rotationnel de ce potentiel, va être égal à mu0 sur 4 pi a carré pi i oméga sur R2 fois exponentielle moins i oméga t moins R sur C, et là on voit apparaître le moment magnétique retardé, t moins R sur C étant le retard, le temps que met je dirais l'onde à parcourir, à arriver au point M. Donc ok, donc c'est le potentiel retardé, on retrouve l'expression de l'énoncé, multiplié par 1 moins i oméga R sur C sinus θ, fois le vecteur phi chapeau. Voilà. Bon, j'ai pas été plus loin, simplement pour le champ électrique pour F, je vous laisse faire le calcul. Donc vous utilisez la jauge de Lorentz, autrement dit le champ électrique dérive du potentiel V. E est égal à moins grade de V moins la dérivée partielle de A sur dt, puisqu'on est en jauge de Lorentz. Et comme V, le potentiel est nul, mais en fait E dérivera simplement de A. Vous dérivez temporellement le champ A que vous avez, le potentiel vectoriel A. Donc E sera facile à calculer. On peut ensuite calculer B en utilisant B égale ρ de A, ça sera plus compliqué, mais c'est jouable. Sinon, on peut utiliser l'équation de Maxwell, qui dit le champ magnétique, ρ de B égale mu0j plus epsilon 0 dE sur dt. Bon, voilà. Donc voilà pour cet exercice sur le dipôle oscillant. Donc j'ai fait deux exercices un peu complémentaires. Souvent dans les examens d'électromagnétisme, on a deux exercices de ce type-là, complémentaires. Bon, voilà, donc je pense que je referai quelques exercices des vidéos avec deux exercices. Voilà.